L'amour est devenu une chose pertinente dans la vie humaine, uniquement parce que l'émotion humaine est un aspect important d'être un humain. Dans la vie humaine, l'émotion est une chose très puissante. Même de nos jours, bien que les gens pensent qu'ils sont très intellectuels, même aujourd'hui, leurs émotions sont l'aspect le plus important. Oui ou non? C'est l'aspect le plus intense de leur vie. Ils prétendent qu'ils sont intellectuels, mais leur intellect n'est jamais si intense. Mais leurs émotions sont intenses. Peut-être pas l'amour, peut-être pas la compassion, mais peut-être la colère, peut-être l'irritation. Ce sont toutes des émotions. Donc l'émotion est un aspect très important de l'être humain. Maintenant, nous ne parlons que de... Quel genre d'émotion voulez-vous avoir? Maintenant, si vous... Avez-vous un mental? Avez-vous un mental? Oui. Voulez-vous un mental tranchant ou émoussé? Pourquoi? Ça fonctionne mieux ainsi, n'est-ce pas? De même, si vous avez des émotions, voulez-vous des émotions douces ou des émotions amères? Des émotions douces, ça fonctionne mieux ainsi, n'est-ce pas? Donc l'amour veut dire juste cela. Vous avez transformé vos émotions en de la douceur. Maintenant, je veux être amoureux sans émotion. C'est une idée très européenne. L'amour est une émotion. C'est la douceur de votre émotion que nous qualifions d'amour. Si cette même émotion devient amère, nous l'appelons haine. D'habitude, ce sont les personnes que vous aimez, que vous haïssez, n'est-ce pas? Il y a quelque temps, vous les aimiez, maintenant vous les haïssez. Vous ne haïssez pas cet homme qui ne fait que marcher dans la rue, n'est-ce pas? Un certain amour doit avoir eu lieu, et maintenant la pièce est tombée sur l'autre face, et maintenant c'est devenu de la haine. Oui. Donc c'est juste la même pièce, si elle tombe comme ceci, ça devient de l'amour, si elle tombe comme ça devient de la haine. Ne pensez pas qu'ils soient trop éloignés. Ils sont plutôt proches. Une petite chose tourne mal, l'amour devient haine, n'est-ce pas? Alors, comment être amoureux sans émotion? L'amour est une émotion. Maintenant, le choix est seulement, désirez-vous que vos émotions soient douces, agréables ou des émotions désagréables? C'est votre choix. C'est un choix évident, n'est-ce pas? Mais la plupart des gens gardent leurs émotions amères la plupart du temps. L'amertume ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont dans une haine active. Ils sont dans l'irritation, ils sont dans l'agitation. Ils sont dans un certain type de... La peur est aussi une émotion, l'anxiété est une émotion. C'est dans un certain degré de désagrément. Si vous rendez vos émotions très agréables, alors la vie sera très agréable. Même aujourd'hui, la plupart des gens vivent un moment d'amour comme l'expérience la plus profonde de leur vie. Ce ne l'est pas. Mais ils le vivent de cette façon parce que c'est la chose la plus intense qu'ils aient touchée. C'est la dimension la plus profonde de la vie qu'ils aient touchée, un moment d'amour. Donc ils l'élèvent aux cieux. Les gens le transportent aux cieux. Les gens parlent d'amour divin. Vous ne savez pas si Dieu aime ou pas. Les êtres humains sont capables d'aimer, s'ils en ont la volonté. Le chien est capable d'aimer. Quand les êtres humains vous déçoivent, vous vous procurez un chien. Si vous avez un chien, c'est une histoire d'amour garantie pour 12 ans. Oui. Ne sous-estimez pas ceci. Vous vous procurez un chien, chaque jour vous rentrez à la maison, quel accueil vous recevez. Votre épouse, elle n'est pas bien. Un jour elle est comme ci, un autre jour comme ça. Vos enfants, ils ne s'intéressent pas à si vous rentrez ou partez de la maison. Mais votre chien, chaque jour, quel accueil enthousiaste il vous donne.
Personne n'est capable de ça, n'est-ce pas? Chaque jour, sans faute, il ne vous montrera jamais d'indifférence. Il est un tel coup de pouce pour vous. Vous savez? Un chien est amour, à coup sûr. C'est peut-être juste une faute d'orthographe. Vous savez, des fautes de frappe peuvent arriver. Maintenant, si vous vous êtes façonné d'une façon telle que personne autour de vous ne puisse vous aimer, alors votre seul secours, c'est quelqu'un doit vous aimer à distance, depuis là-bas. C'est une façon malheureuse de vivre. Dieu vous aime, c'est la façon la plus malheureuse de vivre. Ça veut dire que vous vous êtes façonné de telle manière que personne ne peut même vous regarder. Si les gens autour de vous ne peuvent s'empêcher de vous aimer, ça c'est une belle manière d'être, n'est-ce pas? Vous n'êtes peut-être pas exceptionnel, vous êtes peut-être mignon au moins. Oui? Donc, en yoga, on ne voit jamais rien en tant qu'amour, haine, bonheur, malheur, on ne voit pas ça comme ça. On voit ça juste comme ceci. Voulez-vous être plaisant ou déplaisant? Si vous devenez plaisant dans votre corps, on appelle cela la santé. Si vous devenez très plaisant, on appelle ça le plaisir. Si votre mental devient plaisant, on appelle ça la paix. S'il devient très plaisant, on appelle ça la joie. Si vos émotions deviennent plaisantes, on appelle ça l'amour. Si elles deviennent très plaisantes, on appelle ça la compassion. Si vos énergies vitales deviennent plaisantes, on appelle ça la félicité. Si elles deviennent très plaisantes, on appelle ça l'extase. Si votre environnement devient plaisant, on appelle ça le succès. Donc, les autres qualificatifs que vous utilisez ne font que mener à la confusion. Devrais-je être aimant? Vous n'avez pas à être aimant. Soyez simplement plaisant dans votre corps, plaisant dans votre mental, plaisant dans vos émotions, plaisant dans vos énergies, vous serez un être merveilleux. Si vos émotions sont plaisantes, si quelqu'un arrive ici, vous pouvez partager cette douceur avec lui. Si vos émotions sont déplaisantes, à coup sûr vous partagez ça avec les gens, n'est-ce pas? Oui ou non? Donc vous ne pouvez pas faire quelque chose que vous n'êtes pas. Si celui-ci se sent agréable, il va naturellement être plaisant envers tout. Si maintenant celui-ci se sent désagréable, il va être vilain envers tout. Donc au lieu de voir comment rendre celui-ci plaisant, vous voulez être plaisant pour quelqu'un, c'est-à-dire être aimant. Vous n'avez pas à être aimant. Si tout en vous est devenu plaisant, ce qui est nécessaire à cet instant, vous allez le faire. Si vous devez dire des choses plaisantes, vous allez dire cela. Si vous devez dire des choses dures, vous allez dire cela. Mais sans qu'il n'y ait rien de déplaisant en vous, c'est important, n'est-ce pas? Si vous deviez faire la guerre, vous la feriez, sans qu'il n'y ait rien de déplaisant en vous. C'est important. Alors vous feriez tout, seulement dans la mesure où c'est nécessaire. Vous n'allez rien exagérer. Si vous dites « j'aime quelqu'un », vous allez exagérer des choses. Au sujet des gens que vous aimez, vous allez exagérer les bonnes choses à leur sujet. Si vous dites « je hais quelqu'un », vous allez exagérer les mauvaises choses à leur sujet. Vous ne verrez jamais rien tel que c'est. Les gens deviennent aveugles avec les choses qu'ils aiment, n'est-ce pas? Ils n'ont pas de bon sens, ils vont perdre tout leur bon sens. S'ils haïssent aussi, ils perdront leur bon sens. Si vous aimez, vous perdrez votre bon sens. Si vous n'aimez pas, vous perdrez votre bon sens. La porte d'entrée de la vie est d'être équanime, où vous êtes capable de voir toute chose telle qu'elle est. Maintenant, vous êtes agréable avec quelqu'un, non pas parce que quelqu'un est gentil. Vous êtes agréable avec quelqu'un parce que vous êtes agréable, c'est tout. C'est une meilleure garantie. C'est une histoire d'amour mieux garantie, n'est-ce pas? Vous êtes agréable avec quelqu'un parce que vous êtes agréable. Si je suis agréable avec vous parce que vous êtes gentil,
Demain, si vous n'êtes pas aussi gentil, quelque chose d'autre va se produire, n'est-ce pas? Si vous hypothéquez votre état agréable à quelque chose à l'extérieur de vous, que vous soyez agréable ou désagréable sera seulement un hasard. Maintenir celui-ci agréable est votre affaire. Si celui-ci est agréable, quelle que soit l'interaction, il produira de l'agréable. Maintenant, vous n'avez pas réussi à rendre celui-ci agréable, vous essayez d'être agréable avec quelqu'un. Et cela dépend de tant de choses. Pour que vous soyez agréable, ils doivent être façonnés tels que vous le voulez. Et cela n'est pas possible. Personne ne peut être façonné tel que vous le voulez. Vous n'êtes pas capable de faire ça même avec une seule personne, n'est-ce pas? Vous ne pouvez même pas façonner une seule personne telle que vous la voulez. Oubliez le monde entier. Plus vous essayez ceci, plus il y aura d'amertume et de désagrément. C'est pourquoi, dans les soi-disant relations les plus intimes, il y a un maximum de désagréments. Donc c'est parce que vous essayez de faire quelque chose que vous n'êtes pas. Vous essayez d'être aimant, quand vous n'êtes pas plaisant. Quand vous vous sentez amer, essayez d'être aimant et vous verrez, ça va vous détruire, n'est-ce pas? Oui ou non? Vous avez essayé toutes ces choses, n'est-ce pas? C'est destructif. Quand vous vous sentez agréable, ça ne demande aucun effort. Donc, il vous suffit de regarder pourquoi le fait que vous soyez agréable ou désagréable est-il dépendant des situations externes? Si tout le monde autour de moi est désagréable, comment puis-je être agréable? Particulièrement si tout le monde autour de vous est désagréable, il est d'autant plus important que vous soyez agréable, n'est-ce pas? Oui ou non? Si tout le monde autour de vous est dans un mauvais état, n'est-il pas d'autant plus important que vous soyez agréable? Si tout le monde autour de vous est en mauvaise santé, n'est-il pas très important au moins que vous soyez en bonne santé, même si vous voulez prendre soin d'eux? Y a-t-il une logique dans « tout le monde est en mauvaise santé, donc je vais aussi tomber malade » ? Quelle est la logique derrière cela? Donc si les gens autour de vous sont déplaisants, ça devient encore plus important que vous soyez plaisant. Hey, comment ça va, monsieur Sadhguru? Je m'appelle Sky, mon frère s'appelle Ryan. Je voudrais en savoir plus sur la transformation que les gens vivent quand ils vont dans votre centre, parce que j'ai vu un énorme changement en lui quand il est revenu. Donc, qu'est-ce que c'est tout cela? Est-ce un fait que dans le processus de l'évolution, de la vie sur cette planète, l'évolution, ça vous va? Ça va? Parce que j'étais dans le Tennessee, donc je vous pose les questions. Dans le processus évolutif, est-ce vrai que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes au sommet de la pile? Parmi toutes les créatures, on est censé être le sommet. Peut-être qu'il y a plus à faire, mais en ce moment, on est au sommet. Mais est-il aussi vrai qu'à chaque fois que les êtres humains prononcent le mot « humain », ils le disent toujours dans le sens « oh, je ne suis qu'humain ». Le mot « humain » est toujours lié aux limitations d'être humain. Très peu de gens ont déjà utilisé ce mot « je suis humain » en parlant de l'immensité d'être humain. Toujours les limitations d'être humain. Donc, quelque part, on a raté l'aspect fondamental. Cet aspect, c'est cela. Est-il vrai que toutes les autres créatures sur cette planète, un ver de terre, un insecte, un oiseau, un animal, avec 1/1000e de notre cerveau, ils gèrent leur processus de vie plutôt bien? Allô? Oui? Quand je dis processus de vie, on est né, ils sont nés exactement pareil. On grandit, ils grandissent. On gagne notre vie, ils gagnent leur vie. On se reproduit peut-être, ils se reproduisent.
On fait tout ça en faisant tout un cirque. Eux le font simplement. Oui ou non? Toutes les choses simples, on les fait en faisant tout un cirque. Eux les font simplement. Divers processus de la vie et de la mort, ils les font sans faire de cirque. Nous, on en fait tout un cirque. Est-ce un signe du plus haut niveau d'intelligence? Je vous le demande. On est censé être les plus intelligents. Et il n'y a aucun doute que nous avons le processus neurologique le plus évolué de la planète. Oui? Nous avons le système neurologique le plus évolué qui doit nous permettre de sentir et de ressentir et d'éprouver et de percevoir, de comprendre et d'exprimer les choses de la plus haute façon possible. Mais aucune créature sur la planète ne galère comme la créature humaine en ce moment. C'est simplement parce que on vous a donné un super ordinateur. Êtes-vous d'accord avec moi que ceci est le gadget le plus sophistiqué de la planète? Pas le iPhone, le jeu. Mais maintenant, la question c'est, avez-vous lu le mode d'emploi? C'est tout. Les gens n'ont pas lu le mode d'emploi de la machine la plus complexe de la planète. Et d'une manière ou d'une autre, ils avancent maladroitement, d'une manière ou d'une autre, ils essaient de l'utiliser. Tout est un problème. Dites-moi une chose dont les êtres humains ne souffrent pas. S'ils sont pauvres, ils souffrent de leur pauvreté. Vous les rendez riches, ils souffrent des impôts. S'ils ne sont pas éduqués, ils en souffrent. Mettez-les à l'école, beaucoup de souffrance. Pas mariés, ils en souffrent. Mariez-les. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, ok? Pas d'enfants, certains en souffrent. Des enfants et une souffrance quotidienne. Donc vous semblez souffrir de tous les aspects de la vie. Donc, si on offre la mort, allez-vous partir joyeusement? Non, vous allez souffrir de cela aussi. Donc, dites-moi une chose dont on ne souffre pas. Maintenant, les gens tissent des philosophies. La vie est souffrance. Non, non, la vie n'est pas souffrance. Elle n'est pas non plus une joie. Elle est simplement là, c'est un phénomène. Si vous la surfez, elle vous semble fantastique. Si vous êtes écrasé par elle, elle vous semble terrible. Donc, surfez-vous la vague de la vie, ou êtes-vous écrasé par elle? C'est la seule question. Donc, pour que cela ait lieu, qu'est-ce que c'est qui fait souffrir les êtres humains? Pardon, comment vous vous appelez? Sky? Oh. Vous êtes un grand type. Vous êtes un grand type. Sky. À quand remonte la dernière fois que quelqu'un vous a donné un coup de couteau? Même si vous vivez à Los Angeles. C'était il y a longtemps. Donc je vous le demande, quelle quantité de souffrance pour n'importe quel individu vient vraiment de l'extérieur? C'est minuscule, n'est-ce pas? Tout le reste, c'est de l'auto-assistance. S'ils sont assis, ils vont souffrir, s'ils sont debout, ils vont souffrir, si quelque chose a lieu, ils souffrent, si rien n'a lieu, ils souffrent. Donc, ce dont ils souffrent, c'est de leur propre processus psychologique. Nos propres pensées et émotions sont devenues une si grande souffrance. La façon dont vous pensez et ressentez. La façon dont vous pensez et ressentez ne devrait-elle pas être déterminée par vous? Allô? Ce qui a lieu en vous, cela ne devrait-il pas avoir lieu comme vous le voulez? Vous me voyez, Sky? Où suis-je? Dites-moi. Utilisez votre main et montrez-moi où je suis. Ah, vous vous êtes trompé. Vous savez, je suis un mystique. Maintenant, cette lumière tombe sur moi. Se reflète, passe à travers vos cristallins, l'image s'inverse sur la rétine, vous connaissez toute l'histoire, d'accord? Où me voyez-vous là maintenant? En vous-même. Où m'entendez-vous là maintenant? En vous-même. Où avez-vous vu le monde entier? En vous-même. Tout ce qui vous est jamais arrivé, la douleur et le plaisir ont eu lieu en vous. La joie et le malheur ont eu lieu en vous. La souffrance et l'extase ont eu lieu en vous. Même la lumière et l'obscurité ont en fait lieu en vous.
ce qui a lieu dans le monde n'a peut-être pas lieu comme vous le voulez, mais au moins ce qui a lieu en vous doit avoir lieu à votre façon, n'est-ce pas? Donc, si ce qui a lieu en vous n'a pas lieu à votre façon, fondamentalement, on n'a pas compris quelle est la nature de notre vie. Sans comprendre même les fondamentaux de notre existence, on essaye de vivre. Est-ce vrai, je vous le demande encore une fois, est-ce vrai qu'à la fois la douleur et le plaisir viennent de l'intérieur? Il peut y avoir un stimulus de l'extérieur, mais toute expérience humaine vient de l'intérieur, n'est-ce pas? Ce qui vient de l'intérieur de vous-même doit avoir lieu à votre façon. Autrement, vous n'êtes qu'une situation hors de contrôle. Donc, tout mon travail et la nature fondamentale de ce qui est offert s'appelle ingénierie intérieure. C'est-à-dire que on a façonné le monde de très nombreuses façons. Cela nous a apporté d'immenses niveaux de confort et de commodité. Êtes-vous d'accord avec moi que nous sommes la génération la plus confortable, jouissant des commodités les plus incroyables, dont aucune génération n'aurait pu rêver? Oui ou non? Ce que même les royautés n'avaient pas, il y a 100 ans, aujourd'hui les citoyens ordinaires en jouissent, n'est-ce pas? Quel chariot conduisez-vous? Combien de chevaux? Oui. Ce que je dis, c'est que même les empereurs ne pouvaient pas avoir 400 chevaux, d'accord? Donc, tout cela, l'humanité le gâche, simplement parce que leur expérience de la vie n'est pas améliorée, parce que votre bien-être ne viendra jamais de l'extérieur. De l'extérieur, vous pouvez créer du confort, vous pouvez créer des commodités, mais vous ne pouvez pas créer du bien-être. Le bien-être ne peut avoir lieu qu'en vous-même, parce que l'expérience humaine est créée de l'intérieur, peu importe quelle est la nature de votre expérience. Quelle qu'elle soit, désagréable ou agréable, les deux sont créés en vous-même. Mais si vous étiez en charge de vous-même, créeriez-vous du bien-être pour vous ou du mal-être pour vous? Le plus haut niveau de bien-être, s'il y avait un choix entre le malheur et la félicité, qu'auriez-vous choisi pour vous? S'il vous plaît, vous devez faire un choix, je vais vous bénir là maintenant. Malheur ou félicité? Oui, au moins pour vous-même, c'est à coup sûr le plus haut niveau de bien-être. Ce que vous voulez pour votre voisin, ça peut se discuter, en fonction de ce qu'il a fait aujourd'hui. Mais ce que vous voulez pour vous-même est à 100% clair, n'est-ce pas? Pourquoi une chose aussi simple n'a-t-elle pas lieu? Simplement parce que ce niveau d'activité cérébrale, dans le processus évolutif, c'est nouveau. C'est un nouveau phénomène, un cerveau aussi gros. Quand je dis nouveau, juste quelques millions d'années, mais à l'échelle de l'évolution, c'est nouveau. Donc, on a une intelligence pour laquelle on n'a pas une plateforme suffisamment stable. Vous n'avez pas besoin de qui que ce soit pour vous torturer, n'est-ce pas? Vous êtes en auto-assistance. Vous n'avez besoin d'aucune aide extérieure, vous pouvez vous asseoir seul quelque part et en faire un enfer. Parce que votre propre intelligence s'est retournée contre vous. Vous pouvez donner beaucoup de noms exotiques à cela. Vous pouvez appeler ça malheur, vous pouvez appeler ça dépression, vous pouvez faire des tas de diagnostics, mais essentiellement, votre intelligence s'est retournée contre vous. Une fois que votre intelligence se retourne contre vous, personne, aucune puissance dans l'univers ne va vous sauver. Parce que, où qu'on vous emmène, vous serez malheureux. Certains pensent qu'un jour ils vont aller au paradis et qu'ils iront bien. Je vous le demande, avez-vous la moindre preuve que vous n'êtes pas déjà au paradis et que vous gâchez tout? Avez-vous une quelconque preuve? Non. Peut-être que vous êtes déjà au paradis et que vous gâchez tout. Parce que, si votre mental est hors de contrôle, peu importe où l'on vous emmène, vous allez tout gâcher, n'est-ce pas? Imaginez juste, il y a 100 ans, comment les gens vivaient ici même, et comment vous vivez. Y a-t-il la moindre chose dont vous puissiez vous plaindre en comparaison? Allô? Oh, mais on pleurniche comme des fous. On pleurniche comme personne sur la planète. Donc le problème ne vient pas de l'extérieur. Les situations extérieures sont là. Certaines situations vont avoir lieu comme on veut, d'autres non. C'est comme ça.
Même si vous n'êtes que deux dans la famille, est-ce que tout se passe comme vous le voulez? Non, ça ne pourra jamais arriver. L'extérieur ne va jamais avoir lieu à 100% comme vous le voulez. On peut le gérer dans une certaine mesure. Mais au moins, ce qui a lieu en vous doit avoir lieu comme vous le voulez. Si en ce moment, ce qui a lieu en vous avait lieu comme vous le voulez, vous maintiendriez-vous au plus haut niveau de bien-être ou non? C'est tout ce qui lui est arrivé. Même confronté à la mort, ça n'a pas eu d'importance parce que ce qui a lieu en vous a lieu comme vous le voulez. Pas de la magie, juste de l'ingénierie. Les situations les plus moches ont lieu non pas entre ennemis, mais entre ceux qui soi-disant... Amour veut dire que vous êtes prêt à nourrir une autre vie, sans former d'opinion. Ça devrait être une relation qui nourrit, pas une relation faite d'opinion. Ce ne sont pas ceux que vous aimez, ce sont vos membres supplémentaires. Vous n'êtes pas capable de tenir sur 2 jambes, donc vous avez besoin de 4 ou 8 ou 12 jambes, je ne sais pas combien. Ce sont des membres supplémentaires. Et lorsque les membres ne sont pas bien coordonnés, ils s'emberlificotent, vous savez. Il y a 4 ou 5 cerveaux, 4 ou 5 centres de pouvoir dans la maison, et pour qu'ils soient bien coordonnés, certaines choses doivent être faites. Une façon de s'y prendre, c'est avec un niveau énorme de connexion, pas émotionnel. La connexion émotionnelle n'apporte que dépendance. L'émotion est quelque chose à apprécier. C'est le jus de la vie. Ne faites pas fonctionner vos émotions. Vous ne devriez pas les faire fonctionner. Vous pouvez faire fonctionner vos pensées, vous pouvez faire fonctionner votre corps. N'essayez pas de faire fonctionner vos émotions. Chaque fois que vous essayez de faire fonctionner vos émotions pour vous, vos situations deviennent moches, n'est-ce pas? Oui ou non? Initialement, « je t'aime » fonctionne. Au bout d'un certain temps, vous essayez de faire fonctionner les émotions pour vous. Plus vous essayez de les faire fonctionner, plus votre vie devient moche. Parce que les émotions ne sont pas faites pour fonctionner. Les émotions, c'est juste pour adoucir votre vie. Vos pensées et votre corps doivent fonctionner. Les émotions sont juste là. C'est comme une fleur que vous portez dans vos cheveux. Personne n'en porte plus. D'accord. Vous ne faites pas fonctionner ces fleurs. Le microphone fonctionne. Autre chose fonctionne. Les fleurs n'ont pas besoin de fonctionner, elles sont juste là, c'est tout. Les émotions sont comme ça, elles sont juste là, agréables et merveilleuses. Si vous essayez de les faire fonctionner, si vous essayez d'extraire un peu de vie autour de vous avec vos émotions, ça va forcément devenir moche. Donc si vous n'avez pas un cerveau qui fonctionne, si vous n'êtes pas capable de penser, alors vous essayez d'utiliser vos émotions pour le faire fonctionner. Et cela peut fonctionner parfois, c'est tout le problème. Ça fonctionne au départ, puis vous essayez de pousser ça plus loin, alors votre vie devient si moche, si horriblement moche. Parmi les gens qui sont censés prendre soin les uns des autres, les situations les plus désagréables n'ont pas lieu entre ennemis, mais entre les soi-disant proches. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Suis-je trop dur avec vous? Oui ou non? Donc, les gens ont leurs opinions. Si vous aimez quelqu'un, vous ne devriez avoir aucune opinion, c'est ce qu'amour veut dire. Amour veut dire que vous êtes prêt à nourrir une autre vie, sans former d'opinion, c'est ce qu'amour veut dire. On s'aime, on a des opinions bien arrêtées les uns sur les autres? Non, ça veut dire que vous essayez de figer la vie. Une opinion est une façon de figer une personne dans une camisole. Amour veut dire cultiver une personne pour l'amener vers une nouvelle possibilité. Ces deux choses sont incompatibles. Pas moyen qu'elles aillent ensemble. Vous vous faites quelques opinions, pour le moment, pour mieux la nourrir. Si vous élevez des enfants à la maison, vous devez porter des jugements sur la situation actuelle de l'enfant.
pour le faire progresser vers la possibilité suivante, pas pour vous forger une opinion sur lui. Dès l'instant où vous vous forgez une opinion, transformer cette vie en une nouvelle possibilité ne vous intéresse plus. Vous voulez seulement la figer dans la coquille de votre opinion. Et vous serez déçu si elle dévie de l'opinion que vous vous faites. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Si vous voulez vivre proche des gens, ça devrait être une relation qui nourrit, pas une relation faite d'opinion. Ça ne va pas marcher comme ça. La mécanique de base est erronée. Alors comment cela va-t-il marcher? Par accident, en raison de la nouveauté de la situation, comme c'est le moment de la lune de miel. Ça peut fonctionner un certain temps, mais après ça, ça ne marchera plus. Donc, si véritablement c'est une relation d'amour, il ne devrait y avoir aucune opinion, uniquement cultivée pour faire grandir. Qui suis-je n'est pas une question que vous posez à quelqu'un, c'est une question que vous vous posez. Vous ne savez pas qui vous êtes, est-ce un petit problème? Donc si vous êtes sincère, si cette question brûle en vous, alors venez. Pranam Sadhguru, je viens du Bengale occidental, je m'appelle Shoropratu Mukherjee. Je vous suis depuis 3 mois. Était-ce un avertissement? Non, pourquoi? Pourquoi, monsieur? Je vous suis depuis quelques mois, et je regarde vos vidéos, et je peux littéralement dire que je suis fan de vous, mais j'ai une question. Je vous ai entendu dire que, quoi que nous accumulions dans notre vie, notre salaire, notre réputation, notre richesse, notre graisse aussi, on peut dire, c'est à moi, mais ce n'est pas moi. Vous le dites, et j'ai vu cela, et c'est extrêmement logique. Bien sûr, je peux dire que la maison est à moi, mais ce n'est pas moi. Je peux dire que le corps est à moi, mais pas moi. Alors qu'est-ce que moi? Alors qu'est-ce que moi? Si je laisse tomber tout ce que j'ai gagné, alors qu'est-ce que moi? Qu'est-ce que mon existence? C'est ce que j'aimerais savoir. Pourquoi me posez-vous la question à moi, hein? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que vous? En ce moment, ce que vous pensez être moi n'est qu'un tas de pensées, d'émotions, d'idées, de préjugés, de philosophie, d'idéologie, un fatras de beaucoup de choses que vous avez amassées. Vous êtes un collage. Cela ne sonne pas bien. Non, vous êtes un cocktail. Peut-on l'améliorer encore un peu? Vous êtes un bouquet de fleurs. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous? Ceci s'est produit à l'aéroport de Cincinnati, dans l'Ohio, aux États-Unis. Les gens font la queue pour s'enregistrer au comptoir de la compagnie aérienne. Un homme passe devant tout le monde et se plante devant le comptoir, et tend son billet. La dame au comptoir lui dit, « Monsieur, il faut faire la queue. » Il répond, « Non, je suis pressé. » Elle lui dit, « Tout le monde est pressé, vous êtes dans le même avion. Veuillez faire la queue. » Il dit, « Savez-vous qui je suis ?» Elle le regarde, prend rapidement le micro et dit, « Il y a un homme ici qui ne sait pas qui il est. Est-ce que quelqu'un peut l'aider ?» Alors, qui suis-je n'est pas une question que vous posez à quelqu'un, c'est une question que vous vous posez, que vous approfondissez de plus en plus. Si vous vous étiez levé, c'est comme, ce que vous demandez est comme une prière matinale, vous savez, la façon dont les gens prient. Si vous avez appris un mantra, votre enfant arrive, et vous pouvez même répondre au téléphone entre les deux ces jours-ci. Même au temple, le prêtre répond au téléphone entre deux. Tout ça. Cela s'est produit aux alentours de Noël. Une dame, dans le Minnesota, est en train de prier. Les voisins l'entendent. Elle prie, « Cher Dieu, s'il te plaît, cette fois-ci, la dernière fois que ce vieux fou de Père Noël est venu, il a mal entendu mes prières.
Ce que je veux, c'est un corps mince et un gros compte en banque. La dernière fois, il a mal compris cela. Je vous dis cela parce que... Regardez, s'il vous plaît, toutes les prières de la planète. Mon Dieu, donnez-moi ceci, donnez-moi cela, sauvez-moi, protégez-moi. Cela ressemble-t-il à quelque chose de divin ou à de la simple survie? De la survie, externalisée. Pour survivre sur cette planète, vous avez juste besoin de 4 membres et de quelques cellules cérébrales en état de marche. Alors maintenant, Sadhguru, tout cela est bien, mais je veux savoir qui je suis. Cette histoire de « qui suis-je » est devenue très populaire en raison de Ramana Maharishi. Vous savez, vous avez entendu parler de Ramana Maharishi, il n'est pas bengali. Donc Ramana a dit « qui suis-je » et s'est assis là. Les gens aujourd'hui pensent qu'ils n'ont rien à faire s'ils demandent une fois de temps en temps « qui suis-je » à quelqu'un. Ils pensent qu'ils sont spirituels. J'enseignais un programme à Los Angeles. Il y a tout un tas de gens, environ 150 personnes, tous des gens célèbres, beaucoup d'entre eux d'Hollywood, et tout un tas de jeunes femmes qui se ressemblent. Elles ne sont pas sœurs, elles ont le même chirurgien. Et puis l'une d'elles me dit, « Sadhguru, je leur enseigne juste une pratique simple de 21 minutes. » Pourquoi? Pour vous tourner vers l'intérieur. Comme vous posez cette question à l'extérieur, vous n'allez rien trouver. Si je vous dis, vous êtes Atman, Paramatman, des absurdités, où est-ce que ça vous mène? C'est juste du vocabulaire en plus. Voyez, si je vous dis, vous êtes une âme, vous êtes une entité divine, vous êtes Atman, vous êtes Paramatman, vous n'avez pas avancé d'un pouce, vous avez juste ajouté des mots insensés à votre vocabulaire. C'est tout ce que vous avez obtenu. Alors j'ai dit, nous vous enseignons un processus simple de 21 minutes pour apprendre à se tourner vers l'intérieur. Mais vous nous dites tout ça pendant 21 minutes, on doit faire tout ça? Mais Ramana Maharishi a dit, vous n'avez pas à faire quoi que ce soit. J'ai dit, wow, Ramana est arrivé à Los Angeles? Mais Ramana n'a rien fait, c'est un fait. Il s'est simplement assis comme ça, jambes croisées, simplement, ne faisant rien, de façon absolue. Les rongeurs sont venus mordre et ronger sa chair. Elle s'est infectée. Les vers ont infecté ses plaies. Il est simplement resté assis à ne rien faire. Si vous êtes capable de ce genre de rien faire, immédiatement il y a une réponse, d'accord? Mais maintenant, en Californie, ils sont faits comme ça, si un moustique les pique, ils appellent le 911. Oui, c'est le cas. Dans cet état, ne demandez pas. Donc maintenant, si c'est une question existentielle, ce n'est pas une petite question. Vous ne savez pas qui vous êtes, est-ce un petit problème? C'est un problème fondamental, n'est-ce pas? Et vous vous levez, vous présentez d'où vous venez, de Bengale et tout ça, et maintenant vous posez la question. La question n'a pas encore mûri. Si vous vous étiez levé et ne pouviez pas poser la question et que vous étiez au bord des larmes, j'aurais répondu à cette question de façon complètement différente. Mais maintenant c'est une blague, alors je plaisante avec vous. Est-ce que ça va? La question est là, c'est une bonne chose que la question soit là. Mais la question a besoin de tranchants pour pénétrer. Elle n'a pas encore assez d'intensité pour pouvoir pénétrer quelque chose. Pour le moment, c'est une question en l'air. Donc maintenant, je peux vous raconter quelque chose, qui vous êtes. Mais cela ne fait pas partie de votre expérience. Si je vous dis quelque chose qui ne fait pas partie de votre expérience, que pouvez-vous faire? Vous pouvez y croire, ou vous pouvez ne pas y croire. Si vous y croyez, vous n'en êtes pas plus près. Si vous n'y croyez pas, vous n'en êtes pas plus près non plus. Si vous me croyez, vous pouvez aller raconter une belle histoire positive à quelqu'un. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller raconter une histoire négative sur moi. Mais vous n'avez pas avancé d'un pouce, n'est-ce pas? Donc si vous êtes sincère, si cette question brûle en vous, si ce soir cette question vous dérange tellement que vous ne pouvez pas dormir, vous ne pouvez pas être assis, vous ne pouvez pas être debout, si elle vous dérange à ce point, alors venez, je vais vous donner autre chose, quelque chose de totalement différent.
Beaucoup de choses nous apprennent à aimer, mais personne ne nous a jamais appris à défaire l'amour. L'idée derrière la construction de relations, c'est que c'est un soutien à tous les niveaux de la vie. À tout point de vue, deux personnes peuvent faire mieux qu'une seule. C'est ça l'idée. Donc, pour en venir à ma question, qui est aussi très partagée par le public, une peine de cœur, c'est quelque chose qui, je pense... Qui vous a brisé le cœur? Donc, une peine de cœur est quelque chose que presque tout le monde traverse, et particulièrement à un moment donné de leur vie. Et je me souviens en fait que mon professeur m'a dit une fois que c'est à votre âge, vous aimez, vous cassez, et vous apprenez à aimer encore et encore et encore. Qui est ce professeur? Pardon? Qui est ce professeur? Ça, c'est top secret. La beauté de la chose, c'est que vous tombez de nouveau amoureux et vous cassez, mais ça finit toujours par vous guérir de nouveau. Je me demande, Sadhguru, tout le monde nous apprend comment aimer. Les films, les poèmes... Vraiment? Bollywood... Si vous faites les choses qu'ils font dans les films, personne ne vous aimera. La littérature. Beaucoup de choses nous apprennent à aimer, mais personne ne nous a jamais appris à défaire l'amour. Voyez à propos des cœurs brisés. Je n'ai pas le cœur brisé, parce que j'ai donné mon cœur très tôt dans ma vie. Donc personne ne peut le briser, vous savez? Je l'ai donné. Vous devriez faire ça, comme ça personne ne peut le briser. Voyez, nous devons comprendre ceci. Qu'est-ce qu'une histoire d'amour? Est-ce que ça va, le mécanisme de l'amour? On peut l'examiner? Je n'essaie pas d'enlever toute romance à tout. C'est juste ceci. Disons que vous aviez 10 ans. Vous regardiez autour de vous, le monde était plutôt normal. Allô? Était-il normal quand vous aviez 10, 12 ans? Il était normal. Et je n'ai rien contre vous, c'est parce que vous êtes au premier rang, ok? Donc il semblait plutôt normal. Soudain, après un certain temps, vous avez été un peu empoisonné, chimiquement empoisonné. Puis vous avez regardé. Chaque petite bosse sur le corps de quelqu'un semble être un monde à elle toute seule. Allô? Jusqu'alors, tout allait bien, n'est-ce pas? Vous avez 10, 12 ans, tout va bien. Vous avez eu 13 ans et vous regardez comme ça. Soudain, c'est un monde à lui tout seul. La fille maigre du quartier qui ne représentait rien pour vous, soudain, elle est le point de mire, elle est la prunelle de vos yeux. Oui. Donc c'est parce que votre intelligence a été détournée par vos hormones. Donc ça fait se produire de drôles de choses. Ça vous fait croire toutes sortes de choses. Quand vous regarderez en arrière, vous vous sentirez stupide, mais ce n'est pas grave, il n'y a rien de mal à cela. Mais il est très important que nous comprenions ce qui nous arrive. Autrement, nous allons faire des choses idiotes, que nous pourrions regretter plus tard, vous savez. Ce n'est pas une question de morale, c'est une question de gestion sensée de notre vie. Cette affaire de peine de cœur à répétition peut vous rendre paranoïaque, à propos de tout, à propos de toute relation avec quelqu'un dans votre vie. Oui ou non? Vous avez des peines de cœur à répétition, ça va sembler amusant un certain temps. Après un certain temps, vous ne faites en réalité plus confiance à qui que ce soit dans votre vie. Parce que un autre être humain est un problème, toujours. C'est seulement lorsque nos émotions vous permettent de dépasser ce problème que, d'une certaine façon, ils sont inclus. Mais si nous avons des peines de cœur à répétition, nous ne laisserons jamais nos émotions dépasser ces barrières. Nous resterons toujours prudents, parce que de toute façon, ceci est arrivé avec une date d'expiration. Quand les gens arrivent avec une date d'expiration, oui, il y a une date d'expiration pour nous tous. Mais les relations, l'idée derrière la construction de relations, c'est que c'est un soutien à tous les niveaux de la vie, de telle sorte que deux personnes, c'est-à-dire deux cerveaux et deux corps, peuvent faire mieux qu'une seule, de bien des façons, dans divers aspects de la vie, en matière de vie professionnelle, de situation familiale, de vie,
d'amitié, d'émotion, d'arrangement et d'organisation de nos vies à tout point de vue. Deux personnes peuvent faire mieux qu'une seule. C'est ça l'idée. Et bien sûr, la nature nous pousse à être ensemble, parce que la nature ne se soucie pas de votre histoire d'amour, elle veut juste que vous vous reproduisiez. Oui. Vous pensez que Mère Nature s'inquiète de savoir si vous aimez ou si vous n'aimez pas? Elle veut que vous vous reproduisiez. Mais nous avons un peu exagéré ça. Rien ne presse, nous n'avons pas à céder à cela. Allô? Oui. Si vous étiez un tigre, je vous encouragerais, s'il vous plaît, reproduisez-vous, parce que c'est une espèce en voie de disparition. Les êtres humains ne sont à coup sûr pas en danger. Nous mettons tout en danger. Donc, la reproduction n'est pas le but pour le moment. Nous l'avons mise de côté. Mais la nature pousse vers cela. Mais nous avons des besoins émotionnels, des besoins physiques, des besoins psychologiques, peut-être des besoins financiers et sociaux, divers besoins. Pour gérer ces besoins de façon digne, Voyez, une fois que vous arrivez en tant qu'être humain, vous ne pouvez pas faire les choses, bien que ce soit les mêmes choses que ce que font les animaux, mais nous aimerions les faire plus gracieusement, consciemment. Que nous mangions, ou que nous copulions, ou que nous dormions, nous aimons le faire avec un peu plus d'esthétique. C'est ce qui est important. Pour cela, nous avons besoin de la coopération d'une autre personne, qui est aussi, d'une certaine façon, conforme à nous. Si tous les 2 jours vous avez le cœur brisé et continué, eh bien, vous verrez les ennuis que ça crée.